Se dirige-t-on vers une candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle? Pour le rassemblement des zoufouettistes pour la démocratie et la paix, la question ne mérite même pas d'être posée. Le président actuel de la Côte d'Ivoire sera candidat pour un deuxième mandat de la Troisième République. De quoi relancer le débat autour de cette candidature à l'approche de la présidentielle. Une présidentielle à laquelle ne pourront pas participer pour l'heure Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, toujours exclus des listes électorales. Ouattara candidat, quel sens donnez-vous à cette candidature? Vous avez la parole. Vous connaissez le principe du mercredi sur les antennes For You Media Africa. Et puis le Niger a décidé, au même titre que ses frères du Mali et du Burkina Faso, de quitter la CEDEAO. Une décision irréversible, longuement et mûrement réfléchie. C'est en ces termes que le général de brigade Abdourahmane Tiani a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale. 3 jours après le sommet de la CEDEAO tenu à Abuja. Dans un message adressé à la nation, Abdourahmane Tiani a levé tout équivoque. La sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour les peuples de la Confédération de l'AES. Vous l'écouterez également ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous une fois de plus et bienvenue. Vous êtes sur For You Media Africa, vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. Et parlant de débats, 2 thématiques, rien que pour vous ce soir. Tout d'abord, nous irons du côté de la Côte d'Ivoire où la candidature du président actuel Alassane Ouattara se dessine progressivement. Selon bien sûr le RHDP, le président Ouattara serait la seule et unique option à l'approche de cette présidentielle, de quoi relancer le débat dans un contexte où certains opposants, entre autres, restent exclus des listes électorales, en l'occurrence Laurent Gbagbo, l'ancien président, ou encore le président du COJEP, Charles Blé Goudé. Gbagbo, candidat, quel sens faut-il donner à cette candidature? On parle officiellement du deuxième mandat de la Troisième République, entre autres. Et puis nous aurons également du côté du Niger, quelques jours seulement après la tenue du sommet de la CEDEAO, le général de brigade Abdourahmane Tiani a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale. La sortie de l'AES de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour les peuples de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Les propos tenus justement par le général de brigade Abdourahmane Tiani, c'était lors d'une adresse à la nation ce 17 novembre 2024. Peut-être avant de prendre des éléments qui viendront un tout petit peu planter le décor de cette émission, la spéciale du mercredi soir, nous allons prendre un premier appelant au standard. Monsieur Abdoulaziz depuis le Togo, bonsoir à vous et bienvenue. Alors, est-ce que vous nous recevez, monsieur Abdoulaziz? Tous les panels et tous les intervenants qui viendront. Voilà. Je salue aussi les techniciens qui sont en train de faire vraiment un bon travail à travers la diffusion des informations. Et je salue le DG de For You Media. Et sincèrement, aujourd'hui, je suis vraiment fier de vous voir sur le plateau de M. Nguéné, parce que ce n'est pas facile. Tout ce que vous menez, sachez que vous êtes en train de mettre votre vie dans un combat très urgent. Et soyez bénis, ainsi que votre famille. En dehors de ça, je voulais vraiment revenir sur l'essentiel de l'actualité. Et je voulais dire tout d'abord, concernant la Côte d'Ivoire, le pays où, dans le temps ancestral, c'était un pays envieux. Un pays où tout le monde voulait vraiment visiter. Mais aujourd'hui, depuis 2011, que Ouattara est venu au pouvoir, la Côte d'Ivoire est devenue un pays où on n'a même pas envie d'y visiter. Sincèrement, sans vous mentir, la candidature de M. Ouattara, aujourd'hui, c'est vraiment un cas qui est vraiment urgent et ça concerne vraiment la population ivoirienne. Et j'appelle toute la population ivoirienne à se réunir derrière une seule personne et qui est là pour le peuple. Je parle bien sûr de M. Laurent Gbagbo, à qui aujourd'hui M. Ouattara est en train de dire que sa candidature n'est pas prête à pouvoir se présenter à l'élection de 2025. Là, nous pensons directement
encore à un désastre que M. Ouattara est en train de préparer encore en Côte d'Ivoire. Et cela, je vous assure que nous ne serons pas d'accord et nous allons serrer la ceinture avec M. Ouattara. Et si le doyen de M. Ouattara, que nous appelons M. Houphouët-Boigny, n'a pas pu contre M. Gbagbo, ce n'est pas Ouattara qui pourra. Un valet de l'Occident, il ne pourra rien. Sa candidature, c'est pour effrayer les gens. Mais je vous assure que la candidature de M. Gbagbo sera acceptée. Donc, j'interpelle la population toujours ivoirienne à ne pas avoir peur. Et je vous assure que les élections se passeront bien et par la grâce de Dieu. Et en dehors de ça, je voulais dire, le parti de PPACI, aujourd'hui, c'est vraiment un parti vraiment à craindre. Parce que ce parti fait partie du RHDP. Faisons vraiment attention à ce parti. Parce qu'il y a vraiment aussi la discorde dans ce parti. Et ce parti a vraiment participé à des guerres, à des tueries en Côte d'Ivoire. Je n'en parlerai pas beaucoup parce qu'il y a des preuves que je peux même toutefois installer sur les médias. Mais je laisse mes frères ivoiriens qui appelleront à pouvoir donner des preuves de tout ce qu'il y a comme pour donner vraiment aux Africains ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment revenir sur le cas du sommet qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le sommet qui s'est passé au Cameroun, dans votre pays. Le sommet de la CEMAC. Sincèrement, oui, vraiment, le sommet de la CEMAC. Et je voulais vraiment interpeller aujourd'hui le patriarche Paul Biya. Si vraiment, il pense vraiment à vraiment sauver la population camerounaise, je l'appelle à avoir pitié. Parce qu'aujourd'hui, depuis 42 ans au pouvoir, les autres, je parle aussi du président guinéen équatorial, le président gabonais, le président tchadien. Vraiment, ça ne va pas. Et je vous assure que, quelle qu'en soit cette décision qu'ils ont prise, disant qu'il n'y a pas la dévaluation du franc CFA, je vous assure que cela, ce n'est rien. Mais je vous assure que la France est en train de préparer quelque chose au niveau de l'Afrique centrale. Et la dévaluation du franc CFA va être mise en place. Je vous assure. Je vous assure. Et soyez prêts. J'appelle la population de l'Afrique centrale à vraiment serrer la ceinture, de ne pas donner le visage à qui que ce soit, de nous recoloniser. Parce qu'aujourd'hui, ces présidents dits présidents de la République, je vous assure qu'ils ne sont pas là pour la population. Sans vous mentir, si vraiment ils sont là pour la population, ce n'est pas la dévaluation qui est le problème. On parle de la disparition du franc CFA, la disparition totale du franc CFA. Comme aujourd'hui, dans les pays de l'AES, cela a été mis en place. Et bientôt, la monnaie de l'AES sera mise en place. C'est ce qui est en train de faire aujourd'hui trembler les Occidentaux. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tous ces présidents qui sont là-bas, qui ont duré au pouvoir, quelles sont les décisions qu'ils ont prises? Ils veulent mentir aux populations disant qu'ils ont pris des décisions au sommet. Mais je vous assure que ce sommet, c'est rien. C'est pour protéger leur pouvoir. Parce qu'ils savent que lorsqu'il y en aura la dévaluation de la monnaie, c'est fini pour eux. Donc ils ont fait ça pour faire taire les gens, pour faire taire la population, pour faire taire la lutte panafricaine. Mais j'appelle toujours cette population à plus de vigilance et à être sur les deux pieds. Parce que bientôt, la France est en train de préparer quelque chose pour l'Afrique centrale. Je voulais venir maintenant sur le cas de l'Algérie. Vous sortez par là, M. Abdoulaziz. Oui, ok. Je reviens sur le cas de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie entend de dire qu'il y a une dette contre lui. Et ce pouvoir de Tebboune, que j'appelle toujours ce pouvoir néocolonial, qui est là, où il loge
des forces terroristes, disant rebelles, que souvent la dame Lambaroui souvent vient dire sur les médias, disant que ce sont des rebelles. Or, nous savons que ce sont des terroristes de l'OTAN, financés par l'OTAN et entretenus par l'Algérie. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment appeler la population algérienne à faire vraiment front. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie a vraiment participé à la déstabilisation de la US. Et nous ne sommes pas d'accord. Quelles qu'en soient toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre, je vous assure que c'est un leurre. C'est un leurre. Quel qu'en soit, tout ce qu'ils sont de dire, même s'il s'agit d'une déstabilisation, c'est un leurre. Donc, à plus de vigilance au niveau des pays de la US, à serrer encore la sécurité au niveau des frontières avec l'Algérie, avec tous les autres pays qui entourent la US. Parce qu'ils sont en train de préparer quelque chose de très mauvais. Ils sont très bons pour faire la déstabilisation d'un pays. Ils sont très bons dans ça. Et donc, je voulais vraiment revenir encore sur le cas de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO dit qu'il a mis maintenant, en réalité, dans ce mois de janvier, les pays de la US doivent sortir de la CEDEAO. Cette communauté aujourd'hui dit communauté des valets locaux de la France, qui travaillent aux yeux de la France, où il y a un siège de l'OTAN dans la CEDEAO. Quelles qu'en soient les décisions qu'ils sont en train de prendre, j'appelle. Parce que vu vraiment vu l'intervention du président nigérien par rapport au cas de la CEDEAO, je dis vraiment à ce président, félicitations et qu'il continue toujours dedans et la population les soutiendront jusqu'à la fin. Merci à vous, monsieur. Il n'y en aura pas de chute. Et donc, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Et passez une agréable soirée. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Abdoulaziz. Depuis le Togo, vous avez fait le tour, en passant bien sûr par le Cameroun, ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC tenu ce 16 décembre 2024 du côté d'Yaoundé. Vous êtes revenu justement sur le dernier sommet également tenu du côté d'Abuja, celui de la CEDEAO. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui prennent acte justement de la décision du retrait de l'organisation du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso. Et il fallait rassurer l'opinion nationale et internationale. Vous avez évoqué brièvement la Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Abdoulaziz. Et parlant justement de la Côte d'Ivoire, nous avons un autre appelant depuis, je ne sais pas trop de quelle ville, mais il réagit depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Gaoudi, si je ne me trompe pas. Bonsoir à vous et bienvenue. C'est bien. Oui, c'est bien cela, monsieur Nguéné. Bonsoir. For You Media, la télévision For You Media, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à la télévision de la Voix de l'Afrique. Ouais, j'ai appelé pour intervenir par rapport à la cérémonie qu'il y a eu au sein du RHDP, c'est en Côte d'Ivoire, par rapport au parti au pouvoir. Ce que nous pouvons dire, c'est de bonne guerre. Le président Ouattara et le chef de l'État de Côte d'Ivoire sont partis sur le RHDP. Voilà, il est candidat. Mais ce qui nous écoeure un peu, depuis il n'arrive pas à se prononcer. Nous souhaitons que lui-même, il se prononce pour dire qu'il est candidat ou pas. Mais ce sont ses lieutenants. Après l'avoir peut-être choisi comme étant le candidat naturel, nous avions pensé que lui-même allait venir se prononcer directement pour dire qu'il est candidat. Donc on sent un peu qu'il y a un problème au niveau du RHDP. On sent un peu que les lieutenants forcent un peu le président de la République à être candidat. Peut-être que lui-même, il n'en a pas envie. C'est l'impression que ça donne. Ou bien s'il en a envie, il vient directement devant les médias et il dit « Je suis candidat parce que vous m'avez appelé, je suis candidat. » Mais il ne le fait pas alors que nous sommes à quelques mois des élections. Bon, maintenant, si c'était vrai, parce que nous, on doute un peu. Bon, si c'était vrai, c'est de bonne guerre. Il n'a qu'à être candidat. Mais ce qu'on demande, nous voulons la paix. Nous voulons simplement la paix en Côte d'Ivoire. S'il est candidat, il le dit clairement, je suis candidat. Et il n'exclut personne. Il n'exclut pas Laurent Gbagbo, Simon Neivé, Soro Guillaume et bien d'autres. Il n'exclut personne. Et on va aux élections, les Ivoiriens vont choisir qui ils doivent élire. Maintenant, s'il n'est pas candidat, soit il remet l'âge limite et permet à la nouvelle génération de venir. En ce moment, ça élimine Gbagbo, tous les autres, y compris lui-même. Et la Côte d'Ivoire est tranquille. Mais en vouloir être candidat,
et en voulant exclure les autres, disant qu'ils ont des condamnations de 20 ans et qu'on ne va pas les mettre sur la liste électorale, ça va créer des troubles en Côte d'Ivoire. Donc nous interpellons les gens. Si Ouattara veut être candidat, qu'il le soit, mais qu'il n'exclut personne. Il n'exclut personne aux élections. Les Ivoiriens se sont déjà fait enrôler, ils ont lancé le processus d'enrôlement sur la liste électorale. Nous sommes tous allés se faire enrôler massivement. Nous attendons, nous espérons que dans les prochains mois qui vont arriver, les choses vont s'accélérer. Il va prendre une décision normale, une décision de paix, soit remettre Laurent Gbagbo, Blé Goudé et tous les autres sur la liste électorale, on va aux urnes. Soit ils prennent une décision, ils sortent tous et on fait la part belle à une autre génération. Voilà ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la stabilité. Parce qu'hier, il a crié à l'exclusion. Non, on m'exclut. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis Djoula. On ne veut pas que je sois ceci. On me traite d'étranger. Aujourd'hui, il a bénéficié de plusieurs avantages de l'État pour lui permettre aujourd'hui d'être là aujourd'hui où il est. Il a bénéficié de plusieurs concessions de Laurent Gbagbo, du défunt président du PDCI, Henri Konan Bédié. Donc, les concessions aussi, il peut en faire au nom de la stabilité, au nom de la paix. Donc, nous interpellons ici à prendre une décision, à ne pas envoyer ses lieutenants pour faire des déclarations. Il est le chef de l'État. De quoi a-t-il peur? Que cache-t-il? Il vient directement, je suis candidat. Et c'est tout. Les Ivoiriens sont situés. Tout le monde est sur la liste. On va aux élections. Point barre. De toute façon, c'est les Ivoiriens qui vont voter. Personne ne va imposer un chef d'État. En tout cas, les élections qui arrivent en octobre, personne ne va imposer un chef d'État à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. On ira aux urnes. Tout sera bien surveillé, tout sera bien suivi. Ça ne sera pas comme les élections antérieures où il était seul en 2015 comme en 2020, où il était seul en liste avec des candidats poids plume qu'il a battu, il a dit qu'il était puissant. Cette fois-ci-là, tout le monde est là, on va aux élections, les Ivoiriens choisissent qui doit diriger leur destin. Voilà, c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, pour moi, ce n'est pas un événement, ce qui s'est passé au Palais des Congrès. C'est ces lieutenants qui sont venus, ils sont en train de le brusquer peut-être, ou bien c'est lui qui les envoie pour jouer à un jeu. Bon, on n'en sait rien, mais nous observons, nous espérons que d'ici 2025, les choses vont aller vite. Ceci dit, je vais aller sur le cas de la CEDEAO. Vraiment, moi, c'est une décision très salutaire des présidents du Sahel, d'être sortis de la CEDEAO. Il faut des décisions aujourd'hui. Si une organisation sous-régionale ne nous arrange pas, on en sort carrément. Voilà, on en sort carrément. La CEDEAO a montré qu'elle n'est pas au travail pour l'Afrique. Parce que c'est elle qui a sanctionné, qui a fermé les frontières, qui a menacé d'envoyer un bataillon même au Niger pour installer le président Bazoum, alors qu'il est contesté, alors que c'est un président qui est au pouvoir, qui n'arrive même pas à frapper le terrorisme, qui a dit clairement sur les médias que les terroristes sont plus puissants que lui-même son armée qu'il dirige. Donc c'était un monsieur il était tout à fait important qu'il laisse la tête de l'État. Il a laissé la tête de l'État. Les Français, au lieu de travailler concomitamment ou bien en collaboration avec les nouvelles autorités, ont préféré tenter des actions subversives pour les renverser, en actionnant le côté politique, le côté militaire, en actionnant même la CEDEAO par exemple. Donc aujourd'hui, si les dirigeants de l'AES prennent une décision de sortir de l'AES, parce qu'ils ont une organisation, l'AES est une organisation sous-régionale. C'est une organisation sous-régionale. Donc, si aujourd'hui ils décident de sortir de la CEDEAO, c'est de bonne guerre parce qu'ils ont leur organisation qui va dans la droite ligne de leurs objectifs. Donc moi, j'aimerais saluer les dirigeants de l'AES, le président Ibrahim Traoré, le président Aboudraman Tchani et le général Assimi Goïta. Ils ont pris une décision très importante pour l'Afrique et c'est très bon parce qu'aujourd'hui, leur objectif, c'est de combattre le terrorisme, de libérer la Côte d'Ivoire. C'est de dire non quand il le faut et de dire oui quand il le faut. Et c'est ce que l'Afrique a toujours demandé. Nous ne chassons personne, nous ne disons pas aux Blancs, allez-y chez vous. Non, nous disons simplement qu'ils nous regardent comme ils nous voient, qu'ils nous regardent, qu'ils nous respectent. On veut la dignité. Voilà, la dignité dans les affaires. On est capable de discuter le marché égal à égal. On ne dit pas à quelqu'un, va-t'en. Un pays ne se construit, un continent ne se construit pas seul. C'est avec les autres continents, à travers les autres pays, qu'un pays se construit, un pays se développe. Donc les Français ne veulent pas comprendre ça. Ils voient la défiance partout. Ils voient la guerre partout. Non! Écoutez ce que les gens vous disent et essayez aussi de revoir vos politiques extérieures. C'est tout.
Mais si vous ne voulez pas faire ça, on sera obligé de prendre des décisions drastiques. Et c'est ce que les dirigeants de l'AES ont fait. Donc vraiment, bravo au président de l'AES. Je les salue, il faut qu'il continue comme ça. S'il faut aller encore plus loin, même en créant une monnaie à travers les 3 pays, c'est un grand début. Les autres États vont suivre. Merci beaucoup, M. Nguéné. Merci à For You Media, la télévision de l'Afrique. C'est nous qui vous disons merci depuis la Côte d'Ivoire pour votre intervention, mais surtout votre participation. Pour vous, le plus important aujourd'hui, c'est de penser à la paix en Côte d'Ivoire. Que Gbagbo soit candidat ou pas, Ouattara, le plus important, c'est surtout de penser à la paix du côté de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Je pense que nous allons rester au standard. Les sujets sont variés. Vous pouvez réagir sur ceux que nous avons particulièrement sélectionnés pour vous, ou alors faire le tour comme les 2 premiers appelants qui ont parlé de la tentative de déstabilisation en Algérie du sommet de la CEMAC, ou encore très tôt ce matin, nous avons également évoqué ces journalistes du média français France 24 interpellés du côté du Centrafrique et forcément impliqués dans une éventuelle tentative de déstabilisation. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Ok, monsieur Nguéné, bonsoir. Bonsoir aux techniciens, bonsoir le standard. Monsieur Nguéné, selon pour la candidature de monsieur Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Il ne serait pas candidat. Donc, moi, ça là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ça là. D'abord, la nature, jusqu'à 2025, la nature va avoir la raison sur Ouattara. Donc, ça là. Et en tout cas, nous, pourquoi j'ai dit ça, M. Nguéné, je te donne les détails. C'est-à-dire que 1 mois ou bien 2 mois passés, le Français qu'on appelle Roger, M. Bourgi, est venu nous dire que, d'abord, nous savons ça avant, parce que moi j'ai travaillé aux Nations Unies. Je sais que Ouattara n'a pas gagné les élections en 2011. La France revient plus tard, nous dit que non, Ouattara n'a pas gagné les élections, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Donc on a tué les Ivoiriens gratuitement pour que Ouattara soit président de la République. Nous voici en 2025. Il va être candidat encore pour que les Ivoiriens soient tués, ou bien pour qu'il tue les Ivoiriens, pour qu'il soit président. Pour cette raison, je ne vois pas Ouattara être candidat encore pour une élection présidentielle en Côte d'Ivoire ici en 2025. Il ne serait pas candidat, ce n'est pas possible. Il ne serait pas candidat, il est déjà folklore. Parce que d'abord même, ses amis qui l'ont mis au pouvoir hier, aujourd'hui, ils sont sortis pour dire qu'il n'a pas été élu. Donc, du moment qu'ils ont sorti le secret pour dire qu'il n'a pas été élu président en 2011, c'est qu'ils l'ont déjà laissé tomber. Si il veut s'endetter, ils vont l'attraper simplement. Ils vont l'attraper simplement. C'est ce qui va l'arriver. C'est ce qui va l'arriver. Donc, s'il est malin, qui se retire. S'il est vraiment malin, qui se retire. Monsieur Nguéné, je pense qu'il écoute For You Media. Je pense que au palais, dans son palais ici à Abidjan, il écoute For You Media. Il écoute For You Media. Celui qui va en France matin, midi, soir, et les Français, c'est pas sur une télévision cachée, c'est sur France 24, ils sont venus nous dire que Ouattara n'a pas été élu en 2011. Eux, en 2011, combien d'Ivoiriens qui ont été tués? 3000, plus que 3000 morts. Monsieur Nguéné, devant le camp des Nations Unies à Abidjan-Sébroko, tellement ils ont monté l'affaire, une personne déclarée morte, quelque temps, ce dernier s'est réveillé. On dit non, la scène est finie, il faut te lever. Or, le dernier caméra l'a flashé. Moi-même là, j'étais devant le camp. Le dernier caméra l'a flashé, tout le monde entier l'a vu. Donc, dès lors que la France nous dit Ouattara n'a pas été élu président en 2011, Ouattara ne peut pas être candidat en 2025. Pour moi, ce débat-là, c'est clos, c'est déjà fini. Le président Laurent Gbagbo serait candidat, serait bel et bien candidat aux élections 2025. Madame Simone Gbagbo serait candidat, Bleu Goudé serait candidat, Cyril Guillaume serait candidat. Le président du PDC RDA, M. Thiam, serait candidat. Voici les candidats, ceux qui vont compétir en 2025 ici en Côte d'Ivoire. Ouattara va choisir notre camp, il va choisir quelqu'un de son camp. Sinon, lui-même, ce n'est pas possible, M. Nguéné. Ce chapitre-là, c'est déjà clos. Maintenant, je voulais saluer le président du Niger. Ça démontre vraiment que
il aime sa population, il aime sa nation, il aime l'Afrique. Vraiment, c'est un militaire. À ce titre-là, il mérite d'être salué, il mérite vraiment son rang. Il mérite vraiment son rang parce que après la réunion de la CEDEAO à Abuja, moi, on a fait un débat sur Point Média. J'ai dit que après janvier 2025, la date butoir que la CEDEAO même dit à quelqu'un qui veut quitter, de notifier un an avant et puis il s'en va, la date serait arrivée, le Niger, le Mali et le Burkina vont partir de la CEDEAO. L'AIS était déjà créée, c'est une organisation déjà de l'Afrique. Donc, nous, si les autres présidents ne veulent pas aller s'adhérer, nous, la population, puisque avant-hier, ils ont fait un communiqué pour dire que nous avons l'autorisation de fréquenter ces pays de l'AIS-là, d'aller visiter ces pays-là, de faire nos courses. On peut aller faire nos achats déjà, ils nous ont donné le feu vert d'être membre de l'AIS, d'être des citoyens de l'AIS. Donc c'est déjà fini. Moi je voulais saluer le président Tiani. Lui dit, c'est lui le plus âgé des trois présidents là. Donc qui nous donne la monnaie, rapidement qui nous donne la monnaie, Maintenant concernant M. Nguéné, les deux journalistes attrapés en République centrafricaine. Il ne faudrait pas que cette affaire soit cachée. Il faudrait que l'État centrafricain donne ces deux individus à la justice. Que ces deux Français soient jugés. Raison pour laquelle ils se trouvent en République centrafricaine, il faudrait que la population sache leur mission. S'ils ne veulent pas avouer leur mission, qu'on les mette en prison. Et qu'on les mette en prison à vie. Donc, je voulais dire merci, te saluer. Dire merci aux techniciens, saluer le standard. Monsieur Nguéné, c'est Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on est ensemble et on a gagné. On a gagné la victoire sur l'Occident. Voilà. On a la victoire sur l'Occident. Donc, merci beaucoup, Monsieur Nguéné. For You Media, merci. Merci à vous, M. Kofi. Opération de désinformation visant à ternir l'image des autorités et du peuple centrafricain. Telles sont les accusations portées contre deux journalistes français du groupe France 24. Ces derniers ont été, on le rappelle, arrêtés par la police de la ville de Bangassou alors qu'ils avaient prétexté vouloir réaliser un documentaire sur l'église catholique. Nous suivons également de très près l'évolution de la situation du côté du Centrafrique et nous vous tiendrons informés. Marc, vous nous rejoignez à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir M. Nguéné. Je voudrais dire bonsoir au directeur de Forum Média, dire bonsoir aux standardistes et je voudrais m'exprimer sur le sujet que vous avez mis à l'antenne ce soir. Je voudrais dire que pour le cas de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara ne doit pas quand même... en tout cas, doit respecter les Ivoiriens pour ne pas être candidat. D'abord, parce qu'il n'a pas respecté les accords qui ont été signés en Afrique du Sud, où le président Gbagbo a signé un décret afin qu'il soit candidat pour une seule élection, c'est-à-dire pour un seul mandat. Et M. Ouattara a profité de cela pour s'aimer ce que aujourd'hui nous savons tous. Près de 3000 morts officiellement et plus de milliers de morts officieusement. Et en deuxième position, M. Ouattara est passé, selon ce décret, pour être candidat encore 2 fois, pour qu'il soit aujourd'hui au 3e mandat, en changeant la Constitution en 1986, en 2026, non, en 2023, du moins c'est ça. Et là aujourd'hui, il veut être encore candidat, tout en bafouant
d'abord notre constitution, qui est le socle de notre nation, et en se moquant des Ivoiriens, M. Ouattara n'a même pas droit d'être candidat en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais gagné d'élection. M. Bourgi est venu mais Marc, la Constitution a été révisée en 2016 et selon bien sûr les nouvelles dispositions aujourd'hui, il a le droit d'être candidat pour un deuxième mandat dans cette troisième République. Marc. Oui. Allez-y écouter. Selon la version révisée de la Constitution du 8 novembre 2016. Oui, je le sais. Allez-y écouter ses propres constitutionnalistes qui ont fait la Constitution. Révisée Mais les textes sont précis. La Constitution révisée et amendée en 2020. Les dispositions sont là, Marc. Oui, mais c'est vrai. Vous dites cela. Mais allez-y écouter ses propres constitutionnalistes quand on leur a posé la question. Ils ont dit que M. Ouattara ne pouvait pas être candidat même en 2020. Monsieur le Président de la France avait dit qu'il ne pouvait pas être candidat. Lui-même a dit qu'il ne sera pas candidat. Allez-y l'écouter lui-même. Aujourd'hui, les vidéos existent. Il ne pouvait pas être candidat. Mais sur quelle disposition a-t-il été candidat en 2020? Et sur quelle disposition sera-t-il candidat en 2025? Parce que les lois que nous créons et que nous mettons à la tête dans un pays, il faut respecter ces lois. C'est quelle loi qui a abrogé aujourd'hui la loi de la Constitution où ses propres partenaires, ses propres constitutionnalistes sont venus même dire sur les antennes qu'il ne pourra pas être candidat et qu'aujourd'hui il veut être candidat encore. Donc là, avec tout ce qu'il lui-même a dit et tout ce que ses partenaires ont dit, tout ce que tous ces gens ont dit, si M. Ouattara veut être candidat en Côte d'Ivoire, je demande au peuple de Côte d'Ivoire de s'opposer à cela. Parce que M. Ouattara n'a pas respecté notre Constitution. Selon ce que lui-même a dit, selon ce que M. Macron a dit, selon ce que Bakongo a dit, et selon ce que tout le monde a dit, M. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas passer par les mensonges pour qu'aujourd'hui, il puisse avoir encore des troubles en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous disons. Et d'ailleurs, M. Ouattara étant économiste, moi je doute fortement, je dis bien je doute fortement, je me passe en parenthèse, de son idéologie économique. M. Ouattara, je ne l'ai jamais vu une étude économique par un petit livre qu'il a sorti pour faire passer ses pensées économiques, soit libérales ou socialistes, dans notre pays. Donnez-moi quelles sont les pensées économiques de M. Ouattara avec ces 30 000 milliards de dettes. Est-ce qu'un économiste peut arriver à faire tout cela? Je doute fort de ses études économiques et même de son diplôme qu'il a eu. Je doute. Et je m'arrête là. Donc, je demande au peuple de Côte d'Ivoire de penser à cela. Parce que nous n'avons pas besoin que notre pays soit encore troublé. Avant même que le président Houphouët-Boigny ne naisse, le développement de la Côte d'Ivoire était au-dessus de la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, nous sommes allés à 50 ans en arrière. Trouvez-vous ça normal ou pas? Je voudrais m'arrêter là et continuer sur le cas. Et le deuxième point dont vous avez parlé, le président Tiani
a pris une très bonne décision et je pense que les États du Sahel sont dans une bonne marche. Et c'est cette marche que les Africains veulent. Pour notre souveraineté, il faut que les Africains prennent des décisions courageuses. Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et tous les pays du monde, de l'Afrique subsaharienne surtout, nous devons arracher nos libertés, même au prix du sang. Nous avons le droit d'être aussi libres afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre mieux demain, pour ne pas qu'ils soient aujourd'hui, comme on le voit, la proie des requins dans la mer Méditerranée, en allant chercher leur pitance ailleurs. Parce que nous avons des terres cultivables, où nous pouvons cultiver pour nous nourrir. Nous avons un sous-sol riche, où nous pouvons en tout cas tirer des minéraux qui peuvent permettre que nous puissions être des peuples développés. Mais pourquoi aujourd'hui nous vivons dans une misère qui ne dit pas son nom? C'est pour cela que je demande au peuple africain de s'opposer et que d'être aujourd'hui même des hommes et des femmes qui doivent protéger notre continent noir. Et que tous ceux qui sont aujourd'hui des leucodermes qui vont sur notre continent, que quand nous les voyons, nous pouvons leur poser la question, vous êtes venus faire quoi ici? Parce que nous sommes pauvres, nous n'avons pas besoin de vous, nous voulons vivre. Et c'est pour cela que le franc CFA doit être aboli, parce que cette monnaie ne nous appartient pas. Voilà ce que je voudrais vous dire ce soir. Il faut que le peuple africain se réveille. Ce n'est pas de l'émotion, mais c'est quelque chose de factuel. Avec la dévaluation qu'ils veulent faire au niveau de l'Afrique centrale, trouvez-vous ça normal que les pays africains centraux, avec tout ce qui regorge comme minerai, surtout, je veux dire quoi, tout ce qu'il y a comme du gaz ou du pétrole ne puisse même pas avoir une seule raffinerie. En Afrique centrale, trouve ça normal, ni au Gabon, ni au Congo, ni même au Cameroun ou dans d'autres pays. Pourquoi ne pas avoir d'abord qu'une seule raffinerie afin qu'ils puissent raffiner au moins un peu d'essence? Vous savez, même les résidus de l'essence qu'on appelle le goudron pouvaient même nourrir toute cette population de l'Afrique centrale par la commercialisation de ce goudron-là. Les pays qui n'ont même pas un seul litre d'essence, c'est eux qui raffinent cela avec au moins 10 raffineries, 10 ou 15 raffineries. Pourquoi? C'est la question que nous nous posons. Sommes-nous des hommes de la périphérie ou bien de simples animaux que nous ne pouvons pas avoir pour sortir. Ou bien la technologie pour le faire ou pas? C'est pour cela que ce soir, je voudrais m'arrêter là pour que les autres puissent se prononcer. Que Dieu nous bénisse et que nous soyons de vrais combattants afin que notre peuple soit sauvé, en tout cas de cette misère endémique que ces hommes-là veulent que nous soyons des hommes de périphérie, mais pas des hommes en tout cas développés, et que nous puissions continuer notre lutte et que nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir vraiment quelque chose de bien sur leur continent. Merci à vous, Marc. Merci pour votre contribution. Monsieur Francis Kamdem, vous êtes également avec nous depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon très cher Fenguede, bonsoir aux techniciens ainsi qu'aux panélistes. Quand j'ai fini de vous dire bonsoir, je vous félicite d'ailleurs parce que vous avez été également, n'est-ce pas, présent lors du prétendu sommet que moi j'appelle simplement une messe de requiem. Monsieur Nguédé, une messe de requiem parce que c'est la deuxième fois que nos chefs d'État
de la zone CEMAC nous ont trahis, ils nous ont humiliés. Certainement, vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que je le dis? Comment est-ce qu'on a été trahi? Comment est-ce qu'on a été humilié? Un adage bantou dit, mon très cher frère Nguédé, que lorsqu'une famille voulait trouver une solution pour la bonne marche en interne, pour sa bonne marche en interne, elle n'a pas besoin, n'est-ce pas, des étrangers. Si on dit que c'est la famille Nguédé qui a besoin de faire une assise familiale, il faudrait que ce soit uniquement la famille Nguédé, sans la présence de M. Kamdem. Si M. Kamdem est là, c'est un intrus, cette assise familiale n'a plus de sens. Que venait chercher la Banque mondiale et autres, n'est-ce pas, lors de ce sommet que je qualifie de messe de requiem? Ces gens n'avaient pas de place. Eh bien, j'ai tout de suite compris que leur présence signifiait justement quelque chose. Le fait de dire que les pays africains de la zone CEMAC ne sont pas des pays souverains. Voilà ce que ça traduisait. Parce que lorsqu'on montrait chez de la RCA, que je n'ose pas citer et qui est président, dit que nous continuons à tendre la main à nos partenaires pour que nous ayons, n'est-ce pas, des moyens nécessaires pour éviter le chaos. J'appelle ça de la mendicité politique. C'est de la mendicité politique. Et je l'ai dit dans la même soirée, je l'ai dit. Aujourd'hui, je crois qu'il est victime de la main tendue vis-à-vis de la France. Il est victime, là, il est en train d'être victime. Lorsqu'on parle, par exemple, du renforcement du budget et de la gestion des finances, il faut d'abord avoir soi-même ses propres possibilités d'aller mendier. Parce qu'à force de mendier, vous n'êtes plus respecté, vous n'êtes plus souverain. Je donne une preuve. Qui crut que Assimi Goïta, général des armées, n'est-ce pas, en prenant le pouvoir, qui crut qu'il pouvait ouvrir une société de lithium, d'exploitation du lithium tel qu'il l'a fait? Ça prouve que les Africains sont capables, M. Nguédé. Parlant de la gestion des finances, mais il faut d'abord être un pays où la justice est vraiment indépendante et fait son travail. Lorsque vous avez des ministres qui passent leur temps à détourner des fonds, des directeurs généraux qui détournent les fonds, je prends le cas de mon pays sans citer les contemporains, les fonds destinés au Covid, les fonds destinés à la construction du stade d'Olembe, il n'y a jamais eu de justice. Et lorsque vous, monsieur, allez prendre votre micro pour dire nous vivons du pire cauchemar, croyez-moi, vous serez traité comme Martinez Zogo de recruter, mais moi, que j'ai beaucoup aimé. Ça, je vous le dis très sincèrement. Donc, il faut d'abord que l'impunité disparaisse totalement dans nos pays respectifs. Ce n'est pas seulement une affaire du Cameroun, non, tous les pays de la zone CEMAC. D'ailleurs, j'apprécie ceux des chefs d'État qui ne sont même pas venus, qui ont envoyé des représentants, parce qu'ils savaient que cette messe de requiem, qui est justement une messe pour les morts, parce que nous avons été trahis, nous avons été tués. Parce que lorsqu'une messe de requiem, au sortir de la en conclusion, c'est la mort. Ça veut dire les Africains, on s'en fout, on a fait notre temps, vous pouvez mourir. Ces chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et puis Tata et autres, ont compris qu'il n'y aura pas de suite favorable. Il n'y aura pas une issue de sortie concluante. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et c'est déplorable pour nous. C'est déplorable. On ne peut pas être là tous les jours à nous exploiter. Et nous sommes encore redevables vis-à-vis de ceux qui nous exploitent, qui nous pillent, qui nous volent. C'est très inadmissible. Bien, quand j'ai fini de dire cela, pour cette messe des morts, parce que ce n'était pas un sommet, j'ai dit qu'il y a une messe de mort, la dernière messe de requiem, qu'on va lire avant d'enterrer quelqu'un, ou avant de remettre la dépouille à la famille. C'était ça l'objet de Yaoundé. Ce n'était pas un sommet. Alors, je vais prendre le cas de notre pays voisin, la RCA. Monsieur Nguédé, je ne vous l'apprends pas, vous le savez très bien. Les Occidentaux, je l'ai dit, sur votre plateau, je l'ai dit plusieurs fois. Les services français ne fonctionnent plus par des agents qui ont été recrutés pour la circonstance. Aujourd'hui, il y a deux types de services qui donnent les renseignements à la France et qui sont d'ailleurs pilotés par le Quai d'Orsay pour déstabiliser tous les pays africains, sans exception. Ce sont les médias français et les ONG. Tout le monde le sait. Vous vous rappelez de la petite histoire de Tchad avec l'enlèvement des enfants? Personne n'a été jugé, hein, croyez-moi. C'est ce qui s'est passé à Bangui pour cette tentative de déstabilisation. On va vous dire que c'est des informations. Et lorsque ceux-là qui ont été arrêtés vont passer 2 nuits par là, le petit Tintin de l'Élysée, là, vous dira, je redonne leur libération immédiate et sans condition. Et pour dire que
les États africains ne sont pas des pays souverains. Il n'y a pas de justice en Afrique. Parce qu'un Tintin comme celui-là, qui n'a même pas l'âge de ce brillant professeur de mathématiques, lorsqu'il appelle, il va l'appeler pour lui libérer rapidement sa condition. C'est comme si votre propre enfant vous disait, imbécile, je n'ai pas eu mon cadeau de Noël. Vous savez ce que ça fait chez nous, les Bantous? Celui-là mérite même la pendaison. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici lorsque vous, les médias, les médias locaux, vous êtes là? Vous faites même plus mieux le travail que ceux de l'Occident. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Afrique? Il y a lieu de leur interdire carrément. Il faut parfois agir comme au Mali. Il faut agir comme au Niger, il faut agir comme au Burkina. Il faut déjà permettre cette machin de RFI et machin là. Il faut permettre leur diffusion partout en Afrique. Parce que les renseignements que cela vous donne ne sont pas des bonnes informations. C'est des informations de déstabilisation. La preuve, quand cela finisse de vous sucer comme une orange, ils vont vous jeter à la poubelle. Et c'est ce que subit l'Algérie aujourd'hui. Souvenez-vous que l'Algérie a ouvert son espace aérien à la France pour mieux piloter ses actions de déstabilisation contre le Mali, contre le Niger, contre le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est la même arme qui se retourne contre l'Algérie. Donc vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, l'agent de renseignement occidental, ce sont ces ONG, ce sont ces France 24 et autres là, qui ne servent pourtant rien à l'Afrique. Qui ne servent rien à l'Afrique. Un médecin sans frontières arrive en Afrique. Dès qu'il vous met une bande collante sur une petite blessure, et il vous pose des questions. Ici, j'apprends de l'autre, de quel côté là? Il y a des gens qui se blessent là-bas. Naïvement, vous répondez oui. Il va inspecter la mine. Il va faire une photo, il l'envoie en France et c'est fini. On va vous déstabiliser pour les santé. Vraiment, c'est une honte pour nous. Mais je vais vous dire une chose, ne baissez pas les bras, bien qu'étant jeune. Monsieur Nguédé, ce n'est pas tout le journaliste qui accède dans un palais comme vous étiez avec Mme Doumbé. Ce n'est pas tout journaliste. Lorsqu'on vous laisse entrer, ce n'est pas parce que c'est le plus fort. On vous pèse en fonction des actes que vous posez, en fonction de ce que vous dites, parce que vérification faite, il n'y a pas de contour, tout est clair et net. On ne peut pas vous rivaliser à un Français. Non, c'est le jour et la nuit. Donc, je vous dis, ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Voilà ma petite contribution pour ce soir. Je vous remercie. C'est nous que vous disons merci, M. Francis Kandem. Depuis Yaoundé, merci pour votre point de vue et également sur les thématiques abordées. Ce soir, nous restons au standard. Nous avons deux principales thématiques, mais vous le savez, vous pouvez commenter une autre de votre choix. Pasteur Soa, vous êtes avec nous depuis le Ghana. Bonsoir à vous. Bonsoir, que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. C'est à vous. Je pense que je suis très content. Nous ne venons pas chaque fois, c'est parce que nous sommes beaucoup chargés, mais ce n'est pas grave. Dès que nous avons le temps, nous venons pour intervenir. Bon, je voulais saluer également le Standard, sans oublier son collègue Alain Robin, et puis le journaliste qui tient les choses à main en ce moment. Mais je vais d'abord intervenir sur la situation de la Côte d'Ivoire, où on parle également des élections. Je voulais également interpeller le président actuel, Ouattara, qui est là, qui n'oublie pas la théorie des 3 ailes. Parce que la théorie des 3 ailes est utilisée par les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils t'utilisent, après ils te lâchent, après ils t'abandonnent et ils te livrent. Et ils ont fait ça à Mobutu, ils ont fait ça actuellement à Blaise Compaoré. Il y a plein de choses qui se passent. On appelle ça la théorie des 3 ailes. Donc dans cette théorie des 3 ailes-là, il ne faut pas penser que les Occidentaux t'aiment. Non. Eux-mêmes savent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo est rentré dans un système, non seulement dans un système de réconciliation, mais dans un autre système qu'on appelle le processus d'auto-régénérescence de l'aigle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aigle se renouvelle chaque fois et l'aigle est un animal ou est un oiseau qui dure plus longtemps sur la terre. Et le président Laurent Gbagbo, Dieu, en train de faire un travail à son niveau et il a régénéré parce que le Seigneur a vu cet homme sa souffrance. Toute sa vie, il a fait la prison. Nous étions encore jeunes. Cet homme, il a fait l'exil en Europe. Nous étions encore jeunes.
lorsque le monsieur fait venir également le multipartisme en Côte d'Ivoire, nous étions encore jeunes. Lorsque cet homme, en 92, on devait encore finir avec lui. Et Dieu l'a épargné. Aujourd'hui, cet homme-là, il a connu que la prison par Ouattara. À 92, Ouattara l'a mis en prison. Et je peux dire presque toute sa vie, c'est Ouattara qui l'a mis en prison. Mais il n'a rien dit. Et en 2011 encore, Ouattara le met encore en prison. Vous voyez, Dieu intervient pour la vie du président Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, c'est lui qui permet, il prend sur l'article 48 ans et il permet que Ouattara devienne candidat. Et aujourd'hui, Ouattara à son tour, c'est-à-dire, c'est comme s'il ne veut même pas attendre parler de Gbagbo, c'est-à-dire, c'est la méchanceté qui lui fait sortir. Ça ne se fait pas. Il y a un Dieu pour les pauvres. Et le président Laurent Gbagbo n'a jamais, il a toujours monté le côté bon envers Ouattara. Il a appelé mon frère. Il a dit, bon, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, que Ouattara soit candidat. Mais est-ce que Ouattara aujourd'hui devait parler de 20 ans de prison sur Laurent Gbagbo pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? Non. Ça veut dire que Ouattara, lui, son problème, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les Français qui le soutiennent là, et qui ont mis 43e Bima ici, et ils pensent que c'est ce qui va faire l'affaire, qu'ils pensent que nous sommes dans un système de régénérescence. Et dans ce système-là, le président Laurent Gbagbo, Dieu l'a rendu très sage et il est très intelligent. Et aujourd'hui, il se porte très bien. Que les gens ne pensent pas que non, il a agi. Non. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail à son niveau. Et c'est pourquoi il faudrait que plusieurs se ressaisissent, qui se ressaisissent parce que le temps est un autre nom de Dieu. Le temps est un autre nom de Dieu. Dans cette affaire, l'homme n'agira pas. C'est Dieu qui combat. Parce que le Seigneur voit la main, comment le président Laurent Gbagbo a épargné à la Côte d'Ivoire la mort, plein de choses. Mais Ouattara n'a jamais voulu ça. Quand je vous cite un peu de 92 jusqu'à maintenant, c'est lui seul qui a la base. Hein? C'est lui seul qui a la base. Nous, on gagne et puis on suit tout ça. Donc voilà ça. C'est pourquoi il dit qu'il faudrait que lui-même, qu'il revienne à lui-même et que non seulement il se retire du 4e mandat, mais au même moment, on ne doit même pas lui donner, par exemple, Gbagbo est un Ivoirien, il faut qu'il soit sur la liste électorale pour qu'il prenne des décisions pour son pays, pour l'évolution, pour le développement de sa nation. C'est de ça qu'il est question. Donc, je le disais, que nous ne voulons pas la guerre en Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui disaient que non, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est eux-là qui veulent également la guerre. C'est ce qu'il a dit à la CPI. Il a dit celui qui n'a pas gagné les élections, c'est celui-là qui a fait la guerre. C'est ça. Donc voilà ça. En disant à la CPI, c'était très fort. Donc pour finir, je voulais dire qu'au niveau de l'AIS, moi je vais toujours encourager le Mali. Je vais encourager le Mali parce que pour la mémoire de Modibo Keïta, il fallait que le Mali et le Burkina et le Niger, à tout cas, puissent battre sa monnaie. Parce que je me rappelle, nous, on était encore jeunes. Et on nous disait que le Mali est sorti du franc CFA. Et lorsque le Mali est sorti du franc CFA, c'était dans les années 1962. Lorsque le Mali sort du franc CFA, c'était également pour penser véritablement au développement du Mali. Et pour amener également le Mali à être industrialisé par rapport à l'histoire qu'on nous rencontre sur Nkanka Moussa, qui était un dur en son temps et qui était un grand milliardaire. Donc, quand le Mali est sorti du franc CFA, le Mali a commencé à s'organiser par rapport à son pays et même à la sous-région. Voici qu'en 68 ans, on mène un coup d'État et le monsieur, on l'arrête. On le prend, on le met en prison. En 77 ans, ils vont l'empoisonner encore. Ils ne sont pas arrêtés là. Hein. Ils sont en 77, l'empoisonnent dans la prison. Et en 1984, on ramène le Mali dans le franc CFA. Voici l'histoire qui est là. Aujourd'hui, le Mali, tout ce que Modibo Keïta a voulu faire avec son groupe, et les gens ont persécuté également sa politique monétaire et sa politique de l'Afrique, le panafricanisme. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes venus. Vous avez également la caution de Thomas Sankara. Je peux même dire de Lumumba, de tout cela. Aujourd'hui, battez cette monnaie de sorte que l'Afrique digne soit fière de vous parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous voulons vraiment sortir de l'état d'isolationnisme en quittant dans ce poison des monnaies qui n'appartient pas à l'Afrique, qui est une monnaie esclavagiste, qui est une monnaie également de souffrance, de malédiction, de problèmes, de difficultés et qui n'apporte pas le développement. Donc aujourd'hui, toute l'Afrique digne, nous vous regardons.
Et nous vous encourageons, afin que je pense que toute l'Afrique vous serez également reconnaissant pour tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vais m'arrêter là pour dire que nous, qui sommes au Ghana, nous suivons les choses de près. Et au Ghana, on vient d'avoir un nouveau président qui vient du parti de Renaissance, NDC, Dramani Mahama, qui a pris le pouvoir. Et par la caractéristique, c'est un grand panafricanisme. Et je sais qu'il va vraiment travailler pour l'Afrique, pour que l'Afrique digne soit libre. C'était passé soit depuis le Ghana. Merci. Merci à vous, Pasteur Soa. Depuis le Ghana, on rappelle que c'était à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Niger que le général de brigade Abdourahmane Tiani s'est donc adressé à la nation, revenant sur cette décision irréversible, celle de sortir de la CEDEAO. Mali, Niger, Burkina Faso, entre autres, sont donc sortis de l'organisation. Une décision mûrement réfléchie qui n'entraînera pas le chaos. Les assurances ont été données à cet effet par le président de la transition, chef de l'État du Niger. Le jeune héritier, vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue à vous. Allô. Bonsoir et bienvenue. Vous m'entendez? Parfaitement. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, à tous ceux qui ont appelé aujourd'hui. Alors, je vais commencer d'abord par le sommet qui s'est déroulé. Je ne sais pas si s'est déroulé tout récemment pour les dirigeants africains. Vous voyez le franc CFA, pour quitter dans le franc CFA, ça serait très très dur. Ça serait très dur pour nous qui utilisons le franc CFA. Ça serait très très dur pour nous qui utilisons le franc CFA. Pourquoi je dis ça? Si on va faire une réunion, on va organiser l'Assemblée pour sortir dans le franc CFA, si on fait représenter la France parmi nous, c'est que nous ne voulons pas quitter dans le franc CFA. Parce que le sommet qu'ils ont tenu, la France est là. Et quelle vérité on va dire? Le monsieur qui impose la monnaie sur nous, il est là pour notre secret. Alors on ne va pas faire le secret alors. Il faudrait que quand on fait une organisation, que ce soit CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, il faudrait que la France se mette à l'écart. Toujours les Français au milieu de nous pour écouter nos secrets. Pourquoi? Pourquoi? Le franc CFA, c'est nous on utilise. La France n'utilise pas le franc CFA. Quand tu vas en France, quand tu donnes le franc CFA dans un magasin ou dans une boutique, on refuse le franc CFA. On ne reconnaît pas le billet en France. Le franc CFA même, on ne reconnaît pas ça en France. Si tu n'es pas en Afrique, tu dis le franc CFA, c'est tout. Sinon en Europe, le franc CFA n'est rien. C'est inutile. Les dirigeants africains savent ça, les présidents, ils savent ça. Le franc CFA, c'est le papier hygiénique en Europe. Un enfant peut ramasser pour déchirer. Donc, il faudrait que nous prenions une décision. Et on prenne une décision, on quitte le franc CFA, c'est tout. On va voir ce que les Français vont venir faire au pays qui utilise le franc CFA. C'est ce qu'on veut regarder. On quitte le franc CFA. D'ici fin d'année, on quitte le franc CFA. Et on va voir ce que les Français vont venir faire au pays africain. Si vous venez attaquer tous les pays africains, on va voir les réactions. Mais nous sommes là. On veut passer par la diplomatie. Et ils passent par la violence, nous on passe par la diplomatie. Alors, à quoi ça sert d'aller organiser une tel sommet? Il faudrait qu'on se revoie. Parce que le franc CFA, c'est inutile qu'on l'utilise en Côte d'Ivoire. Franchement, c'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. On ne va jamais... Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, remarquez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on utilise le franc CFA, on n'avance pas. On n'avance pas. Pour convertir nos francs CFA, il faut déposer des milliards. Quand ils nous donnent des dettes, pour rembourser ces dettes, il faut des milliards. Donc on nous épuise. C'est quoi? Quittons dans la monnaie, puis on va ailleurs. La monnaie, ça ne nous sert rien.
Et les présidents sont là. Il y a d'autres qui sont au pouvoir pendant 30 ans. Il y en a qui sont au pouvoir pendant 15 ans. Il y en a qui sont au pouvoir pendant 20 ans. C'est-à-dire, ils voient la souffrance de la population, mais comme eux, les enfants sont à l'extérieur, ils se regardent dans les grandes écoles, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce que les enfants ne souffrent pas. Tu vois, dans les chambres des enfants, là, même les balises d'argent sont là-bas, comme si c'était ce qu'ils ont trouvé au Gabon, là. Donc, ils s'en foutent de nous. Ils tombent dans le franc CFA. Et puis, on va voir la réaction des Français. C'est très simple. Pour finir cela, je reviens un peu sur la Côte d'Ivoire, mon pays. Je reviens un peu sur la Côte d'Ivoire, mon pays. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, peut-être ça a été vendu. Moi, je pense que ça a été vendu. Monsieur Guéné, regardez un peu, ça a été vendu. Tous ceux qui luttent pour la Côte d'Ivoire pour le présidentiel 2025, là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'origine des Ivoiriens. À part Gbagbo, à part le président Laurent Gbagbo, qui ne peut pas poser la candidature, à part Charles Blé Goudé, qui ne serait pas sur la liste électorale, tous ceux, Jean-Louis Bion, sa mère est Jimini, son père est un blanc. Il est sénégalais en 100%. Alors, ces deux personnes-là se discutent. Mais moi, je ne comprends pas Tidiane Thiam. Toi qui quittes la Côte d'Ivoire depuis 1999, dans le coup d'État de Henri Konan Didier, il reste en France pendant 23 ans. Et tu quittes là-bas, tu viens en Côte d'Ivoire pour être candidat. D'abord, la Côte d'Ivoire était divisée en deux en 2002. On n'a pas vu ta présence pour soutenir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était divisée en 2004. On ne t'a pas vu. La Côte d'Ivoire était divisée en 2010. On ne t'a pas vu. Et civiquement, tu vas quitter là-bas pour venir en Côte d'Ivoire pour être président. Tu ne sais même pas quelle souffrance les Ivoiriens ont subi. Même si Jean-Luc Bion est sorti avec la colère, mais quand même, Jean-Luc Bion, il a raison. Ça, c'est clair. Moi, Jean-Luc Bion, bon, il n'est pas mon candidat, donc moi, mais il a raison. Quand il a raison, il faut dire. Si Tidiane Thiam peut être candidat comme ça, en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, c'est les Français qui l'ont envoyé. Tidiane Thiam, il est envoyé par les Français. Parce que le RADP en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aimé. Moi, si Tidiane Thiam vient, qu'il rentre au RADP, il va perdre. Il s'est dit qu'ils vont perdre. Donc les Français, ils ont envoyé Tidiane Thiam pour écarter Ouattara. Le pion fort, c'est Tidiane Thiam des Français. C'est pour l'envoyer, pour écarter Ouattara. Parce que Ouattara, son règne est passé. Donc c'est pour déposer Tidiane Thiam pour venir encore. Mais il va venir même faire pire. Mais Ouattara est mieux. Ouattara est mieux. Quelqu'un qui ses enfants même ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Ses enfants n'ont pas fait en Côte d'Ivoire. Lui-même, il ne se soigne pas ici. Il ne se soigne pas en Afrique. Comment il peut diriger la Côte d'Ivoire? On lui donne des ordres, vous dit qu'il faut aller ici pour parler comme ça. Il faut aller ici pour parler comme ça. Et Tidiane Thiam, nous, on ne le connaît pas. Moi, je n'ai jamais vu Tidiane Thiam. Mais j'en ai vu, je l'ai une fois salué, je le connais. Mais je ne connais pas Tidiane Thiam. Donc, le PDCI n'a qu'à se revoir. Parce que c'est comme ça, le PDCI a fait en 2009, 2010, pour nous envoyer une catastrophe qui s'est passée là. Oui. Et ce que le PDCI nous a envoyé en 2010-2009, là, le désastre qui s'est passé en 2011, là, c'est le PDCI. Voilà, ils ont pris quelqu'un pour nous imposer aujourd'hui, là, eux-mêmes subissent ça. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention. Ils n'ont qu'à. Ils vont venir mettre du feu dans le pays. Pour sortir, le jeune héritier. Pour sortir. Tidiane Thiam n'est pas un bon candidat en 2025. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que lui-là, il va faire quoi pour les Ivoiriens? Ça, c'est pour aller donner tout aux Français là-bas. Ça peut les donner. Lui, il a fait tout ce truc en la France. Il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a rien fait pour la France. Voilà. Pour sortir. Maintenant, alors, est-ce que vous nous recevez Nous sommes en Afrique. Bien vrai, on parle de la politique et on parle de la monnaie africaine sur le pays francophone, les Français qu'on utilise, mais il y a certaines choses que des pays africains ignorent, que nous tous on utilise. Oui, pour sortir, le jeune héritier. Qu'on appelle sur la télévision, c'est pour donner des points de vue et puis chacun, il a la liberté d'expression. On ne vient pas pour insulter les présidents,
On ne fait pas pour juger des grandes personnes, mais on donne des points de vue parce que la liberté d'expression est permise. Voilà, c'est mon plus de gueule ce soir. Vous voyez le canal Côte d'Ivoire. Canal, quand on regarde la canal Côte d'Ivoire, il faudrait que les Africains qui utilisent Canal, qu'ils parlent avec Canal. Ça, c'est clair, ça, c'est très important. Parce que sur de l'argent, on donne, on nous envoie des images. On ne nous donne pas les images cadeaux, c'est nous, on paye les impôts. Canal, en tout cas, chez moi, en Côte d'Ivoire, Canal ne paye pas l'impôt. C'est nous, on paye, et puis on nous donne les images. Moi, personnellement, quand on voit mes reçus des Canal, je paye Canal 20 000 par mois. Pourquoi? À cause de le sport. Mais si aujourd'hui, Canal voit qu'on paie tellement d'argent qu'il doit enlever le sport, maintenant, sur le bouquet de 20 000, on a quand même 2 000 francs dessus d'abord pour avoir les images de ballon. Mais à quoi ça sert qu'il reste en Côte d'Ivoire? Nous ne fabriquons pas l'argent en Côte d'Ivoire. Voilà. Non, mais attends. Merci pour votre coup de gueule, le jeune héritier, mais nous allons également laisser la place à d'autres intervenants. Merci d'avoir évoqué justement cette crise interne aujourd'hui qui s'écoule le PDCI RDA depuis le mois d'octobre dernier. Jean-Louis, entre autres, Jean-Louis Billon, du moins je veux le dire clairement, Jean-Louis Billon est accusé d'avoir tenu notamment des propos déplacés à l'endroit, ou du moins à l'égard de Tidjane Thiam, président du parti et candidat naturel d'ailleurs du PPACI. La crise s'est intensifiée ces derniers jours, entre autres laissant planer une incertitude à l'approche justement de cette présidentielle. Madame Cissé, vous êtes avec nous. Merci, bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir à vous. Allô? Bonsoir et bienvenue. Oui. Allez-y, Madame Cissé. Et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs et aux techniciens. Le PDCI, le RDR, demande à Dramane Ouattara d'être candidat. Ça surprend qui, en fait? Qui ça surprend? De toutes les façons, ce n'est pas quelqu'un qui a été élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Hein. Il n'a jamais été élu. Il a été imposé. Sarkozy même nous l'a dit qu'on a dégagé Gbagbo, on a installé Ouattara. Bougie est venu encore compléter et confirmer tous les soupçons, dissiper tous les soupçons en disant que c'est le président Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections de 2011. De quoi il s'agit? Voilà des gens qui ont pris les armes pendant 10 ans. Quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, ce n'est que guerre, déstabilisation. Ils ont pris les armes, d'après eux, à cause d'un boubou, on ne leur permettait pas de circuler en Côte d'Ivoire. Après, ils nous ont dit qu'ils venaient défendre la démocratie. Je vais leur poser une question. C'est une démocratie qu'ils défendent comme ça? C'est la démocratie que le RDR défend comme ça? En tripatouillant la Constitution, en violant la Constitution de la Côte d'Ivoire. C'est ça la démocratie? Nous, on n'est pas surpris, hein, pas surpris. Vous venez au pouvoir par candidature, comment dirais-je, Gbagbo a utilisé l'article 48 pour vous faire candidat. Vous faites un mandat. Un deuxième mandat, vous parlez de candidature dérivée. Ensuite, vous violez la Constitution pour faire un troisième mandat qui est un des plus meurtriers. Et là, maintenant, on invite la CPI à venir nous enquêter et nous dire exactement il y a eu combien de morts en 2020. Troisième mandat, où il y a encore la tête de Kofi Toussé qui est coupée, jusqu'à aujourd'hui, le silence du procureur de la République. Vous faites un troisième mandat, violez la Constitution, et aujourd'hui, le RDR, ses partisans nous disent qu'il va être candidat. On a compris, d'accord, parce que nous, ça ne nous surprend pas, ça ne surprend personne. La manière dont ils sont venus au pouvoir, là, comment on peut parler de démocratie avec des gens comme ça? Toutes les vidéos sont sur le net, les vidéos des tueries, la barbarie et la sauvagerie de ce parti-là, qui ils n'ont pas tué. On parle de 15 000, 10 000 morts, c'est 3 000 morts, 15 000 morts. La CDV a parlé de 15 000 morts. Jusqu'à aujourd'hui, tous ces morts-là sont impunis. Ils sont là, ils se pavanent. Mais c'est normal.
C'est normal puisqu'on est un pays africain. Et la France, qui l'a imposé là, sait que ce monsieur n'a jamais gagné d'élection. Et se fiche. En fait, c'est du foutage de gueule avec la France. Ça, c'est du foutage de gueule, excusez-moi l'expression. On nous parle de démocratie. Ailleurs, on nous parle de Gbagbo n'était pas démocrate. Voilà pourquoi on a chassé Gbagbo, on a instauré Lula. Maintenant, quand il viole la constitution sur laquelle les gens sont soi-disant regardants dans certains pays, la constitution a été violée, voilà, tous les organisations de droits de l'homme se mettent en branle. Où est-ce que ces organisations sont? Mais dans un pays, il y a une constitution, il y a une loi. Il y a une loi quand même pour canaliser, pouvoir guider, pouvoir, comment on appelle ça, diriger l'État. Des gens se lèvent, il est là, je serai candidat. En fait, ce n'est pas par élection qu'il est là, lui il le sait. Donc il n'a pas besoin d'élection pour se maintenir là. Nous lui disons de supprimer et de suspendre la Constitution et puis de se proclamer candidat à vie. Mais je veux dire au RDR que nul n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Sous le prétexte que j'ai construit des ponts et je vais m'éterniser au pouvoir. Mais nous, je veux rappeler au RDR que nous, quand on vivait depuis la Côte d'Ivoire 1960, on avait des ponts. Hein? On avait des ponts. On mangeait à d'autres faits. Curieusement, ceux qui font du bruit, du tapage avec comment on appelle ça, la complicité des cabinets de notation, là, c'est ceux-là qui font, on ne mange pas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ce qui me fait mal, ce qui me chagrine encore, c'est que tout le monde entier, la fameuse, la tristement, la malheureuse et minable communauté internationale voit ce qui se trame. On nous apprend la dernière fois à que Sarkozy est allé rencontrer Macron, lui disant qu'il faut qu'il se hâte, il faut qu'il soutienne la candidature de Ouattara en Côte d'Ivoire au risque de tout perdre. Si Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir. Est-ce que vous entendez ça? Sarkozy qui va rencontrer Macron, lui demandant de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara au risque de perdre la Côte d'Ivoire si Alassane quittait le pouvoir. Mais où est cette fameuse, où est la CEDEAO? Où sont comment on appelle, les opposants? Où est l'opposition ivoirienne? Mais ça, ce sont les germes d'un conflit qui est là. Il y a un conflit. Mais je me demande si on va arriver à l'élection présidentielle. Ce sont les germes d'un conflit. Voilà quelqu'un qui est venu au pouvoir et qui ne veut pas partir. Les gens parlent, ils les emprisonnent. Et les gens, on est là. C'est une déclaration de guerre au peuple ivoirien. C'est une déclaration ouverte au peuple ivoirien. Tu n'es pas éligible, tu n'as même pas le droit même d'être là. Tu n'as pas le droit d'être au pouvoir. Maintenant, tu violes la Constitution, tu violes chaque année la Constitution, mais supprime la Constitution et puis tu te maintiens là, comme ça on va savoir que tu es garçon. Maintenant, sur l'UEMOA, comment dirais-je, la CEMAC, je disais comme ça avec quelqu'un que, est-ce que les Africains même sont des gens sérieux? Est-ce que nos chefs d'État, nos ministres, est-ce que ce sont des gens sérieux? Il a été démontré par A plus B, par des éminents intellectuels. Je vais citer le professeur Nicolas Agbo, je crois que je suis laquelle sa thèse a porté le franc CFA. Vous allez employer les plus grands ministres de l'économie et des finances. Vous irez chercher des extraterrestres, les nommer à des postes de ministre de l'économie et des finances. Ça accouchera d'une souris et ça ne donnera rien de bon. Parce que c'est la monnaie même qui est le problème. On me parle d'éco. Ce n'est pas le fait de changer de nom, mais c'est le système même qui est derrière cette monnaie-là. Le système qui entoure cette monnaie-là, CFA, c'est-à-dire on va changer CFA, on va appeler ça éco. Mais le système même qui est derrière cette monnaie-là, c'est ça qui plombe les économies. Ça a été démontré par A plus B, par des économistes en longueur de journée, par A plus B que cette monnaie-là, elle est nocive, elle ne vous amènera nulle part, elle n'apportera aucun développement en utilisant cette monnaie. Et aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, quand vous voulez sortir du franc CFA, c'est-à-dire vous serez victime d'un assassinat, vous serez victime de rébellion, vous collez une rébellion. Mais aujourd'hui, avec les BRICS, l'arrivée des BRICS, est-ce que c'est sérieux de voir des gens de la CEDEAO
parler de CFA et puis aller à l'UE, comme on appelle la CEMAC, parler de monnaie. Est-ce que c'est sérieux? Mais depuis 15 ans, on se répète, on se redit, c'est-à-dire que les gens sont essoufflés. Est-ce qu'on doit venir s'asseoir là, dire à nos chefs d'État qu'ils n'ont qu'à quitter le France? Est-ce qu'on doit venir s'asseoir pour dire ça? Vous êtes là, il n'y a aucun développement dans votre État. Vos enfants meurent dans la Méditerranée. Vous êtes incapable de créer les conditions de vie pour vos populations. Il y a le chômage, la faim, la misère, les gens n'ont pas accès aux soins. Regardez, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'université, vous n'avez pas d'hôpitaux. Ça ne vous dit rien, ils sont là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut dire à ces chefs d'État? Est-ce qu'à un moment donné, le peuple ne va pas demander de chasser ces gens-là? Le président Laurent Gbagbo a dit, s'il est élu, il rejoint l'AES. C'est l'AES qui est l'avenir de l'Afrique. De l'Afrique de l'Ouest, ici, c'est l'AES. C'est l'AES, il n'y a pas de... Est-ce qu'on doit... Bon, il y a des fois, on se demande si nous vivons sur la même planète. Une monnaie que la France même n'utilise pas. Une monnaie qui n'est pas convertible en France. Et les gens sont là. Il ne faut pas qu'on va dévaluer le CFA. Mais le CFA est déjà dévalué. En Côte d'Ivoire, ici, vous avez un studio dans n'importe quel quartier qui vous fait 120 000 francs. Vous avez le prix de l'essence qui fait 815 francs. Vous avez le prix du pain qui vous coûte, la baguette de pain vous fait 200 francs en Côte d'Ivoire. Le prix de l'huile vous fait 1250 francs le litre. Ce n'est pas une dévaluation, ça. L'inflation, là, ce n'est pas une dévaluation. De quoi est-ce que les gens parlent? Qu'est-ce que ces chefs d'État espèrent? J'ai dit, on ne doit plus venir s'asseoir parler de CFA. Je crois qu'il faut un autre virage, quoi. On ne va pas venir se répéter. Voilà. Des gens qui sont là, excusez-moi, des chefs d'État idiots qui n'apportent rien aux Africains. Pour sortir, Madame Sissi. Et puis continuer de les regarder en train de se pavaner avec des fonctionnaires pompeusement payés qui vivent dans le luxe. Doit-on continuer sur cette lancée-là? Je dis non. Une monnaie où des gens se lèvent là, on ne sait pas s'ils sont partis à l'école, ils vous disent que le franc CFA est bon parce qu'ils ont fait le FMI. Le franc CFA est bon parce que ça a été créé en 1960. Je ne sais même pas quelle chose, selon ce président-là. Voilà des gens qui disent qu'ils défendent le CFA et puis voilà les propos qu'ils utilisent, voilà les arguments qu'ils vous donnent. Le franc CFA est bon parce qu'eux, ils ont travaillé au FMI. Et c'est sérieux, ça? C'est sérieux? Voilà quelqu'un qui est là, qui viole les constitutions. On nous parle de démocratie. Démocratie, les Occidentaux. Mais vraiment, c'est méchant, c'est d'une cruauté, quoi. À nous, pareil, on vend la démocratie et pourtant, on est en souterrain, on fait autre chose. On fait autre chose, sinon ce monsieur qui est là. Pour sortir, Madame Sissi, pour sortir. Comment est-ce qu'il est venu au pouvoir? Par les armes. Lui, il est venu en tuant, marchant dans le sang des Ivoiriens. Voilà. Est-ce que la Constitution de la Côte d'Ivoire, il n'a pas violé la Constitution? Lui, il a violé. Vous avez déjà parlé de la Côte d'Ivoire, Madame Sissi. Vous n'allez pas revenir. Nous allons donner la parole à d'autres appelants. Merci. Merci à vous, Madame Sissi. Merci pour votre contribution. La date que vous cherchiez tout à l'heure, c'est celle du 26 décembre 1945, le jour où la France a donc ratifié les accords de Bretton Woods et a procédé à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Merci à vous, Madame Sissi. Monsieur Peter, vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Ok. Voilà. Merci, Consent. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir à vos invités. Bonsoir, téléspectateurs, pardon. Je vais donner mon point de vue sur les thématiques très intéressantes parce qu'on aborde des sujets qui sensibilisent vraiment chacun de nous. Et quand je regarde la question géopolitique, je me dis d'abord, bon, monsieur, la démocratie n'existe pas. Aujourd'hui, tirer une conclusion, la démocratie n'existe pas. Parce que si elle existait, je pense qu'on allait pouvoir valider le premier tour des élections en Roumanie.
Et ça, l'Union européenne, c'est-à-dire l'Occident collectif, fait comprendre à nous, Africains, de regarder de très près comment eux, ils font de cette démocratie une géométrie à double variante. Quand ça les arrange. Donc, comme ça les arrange que le RHDP prétend mettre Alassane Ouattara pour un 4e mandat, c'est bouche bée, on n'entend pas le moindre petit bruit dans les chaînes mainstream françaises. C'est pour vous dire, comme j'ai l'habitude de dire sur vos chaînes de télévision, la Côte d'Ivoire est sous scellé. C'est sous scellé judiciairement. Ça veut dire qu'elle est la propriété juridique de la France. Maintenant, c'est aux Ivoiriens de prouver le contraire. Je ne veux pas aller très profondément, mais que les Ivoiriens comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Elle est sous scellé. C'est-à-dire qu'elle est sous scellé juridique. Et juridiquement, la France est propriétaire de la Côte d'Ivoire. Maintenant, aux Ivoiriens de prouver le contraire. S'ils prouvent le contraire, alors ils gagneront ce procès en se libérant définitivement du joug de la France. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, elle appartient à la France. C'est un département d'outre-mer qui ne dit pas son nom. Quand on lit les dom-toms, on lit le 99, c'est la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, on ne le dit pas officiellement. Sinon, c'est un département français. Si les Ivoiriens sont conscients et qu'ils veulent vraiment avoir leur libération, j'ai dit le modèle de l'Indochine est le meilleur des modèles. Même si il fait couler un peu des larmes, mais c'est la meilleure façon. En agissant comme ça, vous allez voir que les gens vont vous respecter. Sinon, si c'est pour tergiverser sur ces histoires de PDCI, de TIAM, de bilan et de machin, il n'y a plus Houphouët-Boigny, hein. Il n'y a plus non plus Colombe Bédier, c'est fini, il est parti. Il reste qui? Il reste quelques personnes qui ont encore mangé à l'époque de Bédier ou Houphouët-Boigny, mais qui n'ont pas une grande réflexion sur le devenir de la Côte d'Ivoire et qui pensent plutôt à leurs intérêts personnels. C'est pour ça que la France se sert de ça pour mettre encore des éléments qu'il faut, comme M. Thiam, et puis mettre en porte-à-faux Thiam avec M. Billon, pour que pendant que le PDC est en train de se battre entre des semi-baoulés et des semi-machins, eh bien, eux, ils disent, bon, Alassane, comme il n'y a rien derrière toi, ben, tu peux venir tout simplement. J'ai entendu dire que le Quai d'Orsay a fait appel à Sarkozy pour demander conseil et il a trouvé une solution pour préserver les intérêts français en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire maintenir Alassane Ouattara contre la volonté des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils font quoi? Je vous dis, ils ne feront rien. Ils vont tout faire ce bruit, mais ils ne feront rien parce que jusque-là, les armes sont entre les mains de la France. Et si les gens veulent se lever, ce qui s'est passé en 2020, là, ça va être pire. Maintenant, si les dirigeants actuels, je parle de l'opposition, la seule que je vois véritablement, parce que le reste, c'est des chiffons, excusez-moi du thème, mais il faut dire la vérité là où elle est, le reste, c'est des marionnettes qu'on a placées là comme opposants. Le seul véritable qui peut relever la Côte d'Ivoire, c'est M. Laurent Gbagbo, même s'il est vieux. Mais son charisme peut beaucoup peser sur la conscience des Ivoiriens. Et il faut aussi que les Ivoiriens puissent s'entendre et se mettre derrière une seule personne, que de faire des bagarres de parti, parce que pour l'instant, ce n'est pas les bagarres entre l'ex-FPI, qui est le PPAC, et le PDCI. Il devait plutôt unir leurs forces que Bédier, la mémoire de Bédier, qui a été, enfin, du vivant de Bédier, qui a trahi les Ivoiriens, puisse se racheter pour faire un bloc contre ce pouvoir fantoche qu'on a imposé aux Ivoiriens. Sinon, faute de quoi, je vous assure, M. Nguéné, c'est échec et mat. Et on va dire encore, la Côte d'Ivoire va aller sur 15 ans, 20 ans d'une domination sans partage d'un pouvoir de rattrapeur qui, pour eux, le pouvoir et l'argent leur appartiennent, le reste du monde sont selon leur choix. Pauvre Côte d'Ivoire, j'espère bien qu'un jour, ce peuple va se révolter comme le peuple Abès s'était révolté à l'époque du fameux colonel Rubino qui a voulu imposer la colonisation dans la région des Abès, que je connais très bien parce que j'ai beaucoup étudié l'histoire de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si je veux me chuter sur le problème de Tiani, ben écoutez, M. Tiani, s'il ose parler comme ça, c'est parce que, quelque part, les gens de l'AES ont déjà un consensus pour développer, industrialiser leur confédération. Et ça, que les gens le veulent ou pas, je vous dis, on met un pari en jeu. D'ici 10 ans, ils vont commencer à ressembler au Maroc et peut-être même à Dubaï, why not, avec tout ce qu'ils ont, avec tout ce qu'ils sont en train de faire comme travail que personne ne voit,
Mais c'est un travail très efficace. Ils ont compris que le développement humain est le premier développement avant le développement des infrastructures parce qu'il faut avoir des cerveaux. Et ces cerveaux sont déjà en action. Ils vont bientôt sortir des grandes écoles et pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris pour faire émerger leur pays parce que c'était ce retard dont ils souffraient beaucoup à cause du système colonial français. Vous comprenez ? On nous a enseigné l'administration, mais on ne nous a pas enseigné les recherches pour que chaque fois que nous avons besoin de recherches, on revient vers eux pour avoir ces recherches. Et c'est pourquoi on nous parlait de coopérants. Et de coopérants qui viennent récupérer encore ce même argent qu'on nous envoie. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je crois qu'en copiant le modèle de Qatar, le modèle de Corée du Sud de l'époque, ça va changer quelque chose et ça va permettre aux gens de l'AES de pouvoir devenir des pays émergents dans 10 ans. Ça, je vous le garantis. Et je vais chuter rapidement à M. Nguéné. Je veux m'adresser aux pays de la CEMAC. Comme je l'ai dit hier ou avant-hier, c'est plus tôt. Les discours, c'est beau. Je sais qu'ils ont craint de sortir les cartes parce qu'il y avait des étrangers parmi eux. Mais on leur donne une leçon pour dire que si vous voulez vraiment fructifier votre monnaie, bon, on le voit même le nom CFA, il faut que vous industrialisez vos pays. Parce qu'en dehors du Cameroun, des autres pays, là, je vous assure, M. Nguéné, ce n'est pas de l'industrie, c'est de l'administration. Et le Cameroun tout seul ne peut pas faire. Alors, s'ils joignent les efforts, et moi, j'ai fait une réflexion personnelle, quand j'ai fait un peu une réflexion macroéconomique, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, je pense que c'est créer des États, union des États de l'Afrique centrale. Ils vont unir leurs forces. Ils vont gérer ça un peu à la manière suisse. Et puis, ils vont devenir une puissance économique au sein de l'Afrique à partir des ressources qu'ils ont. Ils ont suffisamment de pétrole, Congo, Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun. Et si on ajoute le pétrole du Tchad, on ajoute le diamant de Central Africa, eh bien, ils vont constituer une force. Et ça va permettre aux gens de CAC de s'intégrer dans cette nouvelle union des États qui va être une force pour l'Afrique. Et c'est ce que les Occidentaux craignent. Voilà pourquoi ils ont envoyé tout cet armada. Et ils ont même promis de déstabiliser les pays de l'Afrique centrale. Parce qu'ils ont eu écho, M. Nguéné, ce que je dis est très important, que cette intention de créer des États est en route. Donc, ne vous étonnez pas de voir des troubles sociaux au Cameroun, au Congo-Brazza, etc. Je m'arrête ici. Merci beaucoup de m'avoir donné ce temps d'antenne. Thank you so much. C'est nous que vous disons merci d'être passé une fois de plus ce soir sur les antennes de For You Media Africa. Les principales thématiques, vous les avez aux côtés de celles que vous pourrez commenter. Zerfel, vous réagissez depuis l'Allemagne. Bonsoir et bienvenue. Okay, bonsoir, Guinée, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir M. Madone et puis la diva. Je salue mes frères au standard et à la partie technique. Moi, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Parce que ce matin, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, il y a un de mes confrères. Il n'a pas compris ce que j'ai dit et il m'a attaqué. Disons, bon, moi ça ne me dit rien, mais je lui dis que quand tu fais partie ou tu es partisan d'un parti, il faut écouter ce qu'on dit. J'ai dit ce matin, tout simplement que j'ai dit le président Gbagbo, il avait dit à ses soldats, disons à tous ceux qui étaient autour de lui, d'organiser des tournées qui doivent se passer dans la commune, dans les 10 communes d'Abidjan. C'est ça que j'ai dit ce matin. Il n'est pas dit d'aller faire des meetings, il ne veut pas dire que tu t'en fais sur la guerre contre quelqu'un. C'est pour sensibiliser tes militants. C'est ça que j'ai dit. Parce qu'il y a des gens, parce que le plus souvent, ils n'écoutent pas ce qu'on dit, mais ils sont prêts pour attaquer des gens et dire de n'importe quoi sur les gens. J'ai dit tout simplement que le président Gbagbo, il a dit, c'est pas moi qui ai dit, ça a été dit et tout le monde a entendu, que ces gars devaient organiser des tournées dans les 10 communes d'Abidjan. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. C'est ça, moi, je rappelle les choses, comment dirais-je, à son entourage, pour qu'il puisse ouvrir les yeux. Ça, c'est la moindre des choses. On n'a pas dit d'aller va-t-en-guerre. Le président Gbagbo n'est jamais allé va-t-en-guerre vis-à-vis de ses, de ses adversaires. Les adversaires qui sont là, qui l'ont fait du mal aujourd'hui, est-ce qu'il a soulevé un doigt pour dire à quelqu'un, pourquoi tu as fait ça? Non. Lui, il veut parler aux choses au peuple. Il veut parler aux Ivoiriens. Si vous êtes là, il vous a dit de faire quelque chose. Si vous n'êtes pas prêt de faire cela, donc n'attaquez pas
nous qui appelons pour rappeler aux gens de faire le travail qu'on les a confié. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, tu n'as même pas besoin même de me dire que moi, je ne suis pas au pays. Moi, je vais au pays là-bas, j'étais au pays. Donc, il faut arrêter. Nous sommes tous des Ivoiriens. Quand le président Gbagbo il était à l'arrêt, là, tu n'as jamais payé ton billet d'avion pour aller à l'arrêt. Hein. Je suis parti là-bas 3 fois dans le froid. Donc, quand on parle là, écoutez, ouvrez les oreilles. Voilà. Mais pour terminer, parce que je vais parler aussi, ce matin aussi, il y a l'autre là qui j'ai parlé de la CEMAC. Il y a Jonathan qui m'a attaqué aussi ce matin aussi. Non, mais vous n'allez pas répondre à tout le monde, Zerfel. Non, Nguéné, parce que quand on dit quelque chose pour la jeunesse, eux, ils trouvent ça c'est négatif. Oui, mais je voudrais surtout qu'on capitalise sur le peu de temps qui nous reste, Zerfel. Oui, nous n'avons plus que 12 minutes à passer ensemble. Ok, moi j'ai parlé à mes frères camerounais, la jeunesse, je ne vais pas répondre aux gens. Voilà. Parce que c'est perdre de temps aussi. Voilà, allons-y Zerfel, merci. Moi, je vais m'adresser à des gens, à mes frères camerounais, la jeunesse aujourd'hui, des étudiants qui sont sur les motos. Là. Moi, ça me fait mal. Parce que moi, j'ai des enfants aussi. Parce que moi, mon enfant, je ne peux pas payer plein d'argent comme ça et puis il va rester sur une moto jusqu'à il va vieillir. C'est ça, de ça, moi, je parle. C'est pourquoi moi, je suis en train de sensibiliser les gens. Je dis, l'année prochaine, il y aura des élections. Donc, vous, allez-y vous enregistrer pour voter celui qui va vous présenter un programme qui va vous arranger. Et c'est la moindre des choses. Moi, je n'ai pas dit d'aller attaquer les gens ou de machin. Non, la jeunesse aujourd'hui, elle est laissée à compte. Elle est laissée à elle-même. Elle est en train de souffrir. Ça, c'est la moindre des choses. Si vous n'avez pas cette sensibilité pour dire à vos frères ou de faire quelque chose, moi ça me trouve. Ce sont des Africains. Partout où l'Africain va faire quelque chose et son nom va sortir, moi, c'est une fierté de toutes les choses, comme on dirait, de la peau noire. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, moi, je vais parler encore parce que ce qui s'est passé, comment dirais-je, tout récemment, la réunion qui s'est passée à Yaoundé, pour la monnaie. Heureusement qu'ils n'ont pas dévalué la monnaie, mais ça ne veut rien dire. Cette monnaie-là, elle n'a pas de valeur. Tout simplement, elle est dans la sous-région, mais ça fait des années que des milliers de plateaux de télévision en parlent. Des milliers de personnes aujourd'hui, certains même ne vivent plus sur la terre aujourd'hui, des vivants. Et parce qu'ils ont tellement parlé jusqu'à ils sont partis. Alors donc, il faut que ceux qui sont là aujourd'hui, ils prennent l'initiative au moins de faire ce geste-là pour tout le monde. Parce que celui qui aujourd'hui, si les choses changent en Afrique centrale, là, c'est la même chose qui va s'effectuer aussi en Afrique de l'Ouest. Nous sommes les mêmes. Donc moi, je pense qu'un Camerounais qui est riche, c'est toute l'Afrique qui est riche. Quand on parle de la carte SIM aujourd'hui, c'est un Camerounais qui a fait cette carte cette puce. C'est une fierté pour les Africains. Alors donc, quand on parle, il faut que, certains encouragent les gens pour qu'on aille de l'avant dans la même direction. Moi, je ne suis pas là pour tirer, allez-y, casser les trucs. Moi, non. Parce que ce qu'on casse là, c'est notre argent. Ce sont les impôts de nos parents. Donc, quand ça va se casser encore, ils vont augmenter les impôts. Nos parents peuvent avoir de l'argent encore pour mettre les enfants dans les écoles, dans les grandes écoles. Donc, moi, je n'en vois pas quelqu'un pour casser n'importe quoi parce que ça nous appartient. Ceux qui sont au pouvoir là, un jour vont partir et les choses vont rester pour tout le monde. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut que, la CEMAC, aujourd'hui, il réussisse à épauler sur le président de Centrafricain qui a commencé quelque chose. S'il y avait quelqu'un déjà derrière lui, ou deux présidents derrière lui déjà, ils allaient faire la même chose aussi, une confédération aujourd'hui en Afrique centrale. Mais ce n'est pas le cas. Mais on fait des réunions qui n'aboutissent à rien. Il faut qu'on fasse des critiques pour que les gars avancent. Parce que moi, c'est ça, moi je demande à chose. L'année prochaine, là, ceux qui vont se pointer comme des candidats à chose, et comment dirais-je, au Cameroun, il faut que vraiment ils aient le courage d'encourager de dire des choses dans lesquelles où l'Africain peut s'en sortir. C'est ça, moi, c'est ce message que je veux passer. Merci. C'est nous qui vous disons merci, Zerfel. Merci surtout d'avoir réagi une fois de plus. Je vois Christophe, dont le nom s'affiche sur mon moniteur.
Christophe depuis la Côte d'Ivoire, vous êtes l'un des derniers appelants de la soirée. Bonsoir et bienvenue. Oui, merci bien. Bonsoir, M. Nguéné. Et moi, je ne veux pas être long. Vous savez, je ne suis pas juriste, mais quand on parle de la Constitution en Côte d'Ivoire, la Constitution a été votée en 2016. Oui. Et moi, je me dis que... Adoptée à l'issue d'un référendum. Oui, effectivement. Et amendée en 2020 par voie parlementaire, M. Christophe. Oui. Mais lorsqu'il y a une nouvelle constitution, je pense bien que le président en place doit rendre sa démission et se représenter. Mais ça n'a pas été fait. Le président est resté en place, il a continué son mandat et puis il se représente. C'est pourquoi on parle de troisième mandat. Parce que moi, je pense bien, si les juristes viennent nous expliquer, dès qu'on vote une nouvelle constitution, je pense que le président en place doit rendre sa démission. Tous ceux qui ont été votés là, qui ont été élus par l'ancienne constitution, doivent se représenter pour qu'on voit leur pouvoir de mobilisation. Mais il n'a pas fait. Donc, ce qui fait, nous, dans notre conscience, c'est le mandat de la première constitution qui continue. Voilà, c'est ce que je voulais, que les juristes viennent nous expliquer, ceux qui sont les juristes là, qui viennent nous expliquer pourquoi est-ce que le monsieur, je ne sais pas, il n'a pas rendu sa démission pour se représenter en 2016, quand la Constitution a été votée. C'est ça, c'est mon problème. C'est la question que je voulais poser. Sinon, tout ce que les gens on est en train de raconter, c'est inutile. On se bagarre autour de quelque chose. Les Français l'ont déjà fait, ils l'ont mis là. Nous, les Ivoiriens, nous devons prendre notre courage à deux mains. Mais le président Gbagbo qu'il voit là, s'il parle, les gens viendront. Mais il n'est pas là pour mettre les palabres entre les Ivoiriens. C'est pourquoi lui, il nous regarde, il fait ses interventions dans un cadre politique, dans un cadre d'apaisement. Mais c'est nous les Ivoiriens, c'est nous les citoyens qui devons comprendre que cette Côte d'Ivoire-là, elle est en train de quitter dans nos mains et que tout est en train d'être pris par les Français qui sont en train de faire du prête-nom, de prête-nom, utiliser d'autres personnes, d'autres nationalités pour venir nous exploiter. Donc vraiment, c'est ma contribution ce soir. Moi, je vous dis merci et puis bonne soirée. En gros, vous voulez savoir si, justement, les amendements apportés par voie parlementaire en 2020, entre autres, ne disposent que pour l'avenir et n'ont point d'effet rétroactif. Merci à vous, M. Christophe. Alors, on va prendre un dernier. Ça sera vraiment le dernier. Je pense que ça sera une dame. Alors, bonsoir à vous, madame. Vous avez 3 minutes de temps de parole. Bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est vrai que je viens de prendre l'émission en cours, mais moi, comme c'est la Côte d'Ivoire, j'ai un petit mot à dire. Vous savez, Dramane Ouattara est venu pour tuer tous les gradés de l'armée. Donc les gens qui l'avaient envoyé, quand ils te demandent ta carte d'identité, tu donnes ton ordonnance, il regarde et puis il dit procédement, il faut mettre ta photo sur ta carte d'identité. C'est comme ça. Alassane Dramane Ouattara, il est venu pour tuer les Ivoiriens. Mais ce qui me fait mal, c'est le PDCI qui avait accompagné ces gens-là. Isaac Kofi, qui se dit journaliste, qui est au Mali, qui est bien assis là-bas, il est content. Isaac Kofi, lui-même de sa propre bouche, il a dit, on m'a donné de l'argent pour aller payer les armes, mais j'ai bouffé. Quand c'est retombé sur eux, ce n'est plus, c'est maintenant un voltaïque. Ce n'est plus Allah Insan, c'est devenu Allah Isaac Kofi. C'est comme ça. Comment on appelle Thiam, c'est Thiam qui a assassiné même Bédié, parce que Dramane a tenté plusieurs fois d'empoisonner Bédié. Et comme Bédié durait... Non, mais vous n'avez pas, nous n'avons pas les preuves de ce que vous dites. Madame, je ne pense pas que nous pourrons prendre cela à notre compte. Madame, toutes ces déclarations, je pense qu'elles sont sans preuve. On ne peut éventuellement pas les assumer sur les antennes de For You Media Africa. Non, écoutez bien. Thiam là, Thiam n'est pas l'héritier. Thiam n'est pas l'héritier du Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a eu 3 sœurs. Ces 3 sœurs n'ont pas eu d'enfants. Son père est sénégalais et sa mère a été adoptée. Thiam n'est pas un Ivoirien. Et le PDCI qui veut continuer à tuer les Ivoiriens, c'est le PDCI qui tue. Et Isaac Kofi qui se dit qu'il a fait toutes les grandes écoles en Europe. Il sait que... Quelques problèmes de liaison, mauvaise connexion. Alors là, j'ai l'impression que le signal dérange un tout petit peu. Alors, est-ce qu'on va la laisser revenir pour conclure avant de rendre l'antenne dans 3 minutes précisément?
ou pas, selon bien sûr les faveurs que la réalisation pourrait nous accorder? Je pense que non. Je pense que non. Ça sera d'ailleurs la dernière intervention de cette émission du Point sur l'actualité, les deux principales thématiques autour de cette éventuelle candidature. On rappelle que pour l'heure, le concerné, le président Ouattara ne s'est toujours pas prononcé s'il sera candidat ou pas. Là, ce sont clairement les poids lourds du parti, entre autres du RHDP, qui réagissent et qui lancent justement ces appels en question. Le RHDP favorable donc à une candidature du président Alassane Ouattara qui, selon les dispositions constitutionnelles, entre autres, ce mandat sera le deuxième de la Troisième République, selon bien sûr les amendements apportés en 2020. Et puis en deuxième thématique, nous avons abordé la réaction, entre autres, nous sommes revenus sur la sortie du général de brigade Abdourahmane Tiani, pour qui la sortie de l'AES de la CEDEAO est une décision irréversible et n'entraînera pas les peuples de l'AES dans un éventuel chaos. Les assurances ont été données à l'opinion nationale et internationale, ceci à l'occasion d'un discours prononcé à la veille d'ailleurs de la célébration du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, qui se célèbre d'ailleurs ce 18 décembre 2024. Voilà, qui est donc dit et qui met un terme définitif à cette émission du Point sur l'actualité. Merci à tous nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci surtout à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.